Bonsoir et bienvenue dans BBC Hebdo. Merci d'être avec nous. Voici les titres de cette édition. En Libye, les combats ont redoublé d'intensité dans la banlieue sud de Tripoli. L'ONU redoute une longue guerre civile. Forcés de se prostituer pour survivre, notre enquête sur les jeunes orphelines d'Ebola en Sierra Leone. Et en fin de journée, nous irons au Sénégal à la rencontre de Mohamed Sy, le plus jeune guide touristique de Gorée. C'était leur premier tête-à-tête. Le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi à l'Élysée le maréchal libyen Khalifa Haftar. Objectif de cette rencontre, relancer le processus politique en Libye au point mort. Mais le maréchal Haftar a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu. Je vous rappelle qu'il a lancé il y a 6 semaines ses troupes à l'assaut de Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale. Olivier Weber. Les tirs d'artillerie lourde retentissent dans la banlieue sud de Tripoli. Ces combattants affiliés au gouvernement d'union nationale échangent des tirs avec les forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Il s'agit des combats les plus violents depuis le début du Ramadan, le 6 mai. Soudain, un obus tombe sur les positions du GNA. Depuis le début de l'assaut des forces du maréchal Haftar, il y a 6 semaines, les combats ont fait plus de 500 morts et 2500 blessés. Selon l'ONU, 75 000 personnes ont été obligées de fuir et plus de 100 000 sont prises au piège des combats aux abords de Tripoli. Des combats qui s'enlisent. Les deux camps rejettent tout cessez-le-feu. Au même moment, à New York, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, mettait en garde devant le Conseil de sécurité d'une guerre longue et sanglante. 48 jours après le début de l'assaut sur Tripoli, lancé par les forces du maréchal Haftar, il y a eu déjà trop de morts et de destruction. La Libye est sur le point de sombrer dans une guerre civile qui pourrait entraîner la division permanente du pays. Les dégâts déjà causés prendront des années à réparer, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui. L'émissaire de l'ONU pour la Libye a aussi déploré les armes qui arrivent en masse en Libye malgré un embargo. Sans un mécanisme robuste pour le faire appliquer, l'embargo sur les armes en Libye va devenir une farce cynique. Certains pays alimentent ce conflit sanglant. L'ONU doit y mettre un terme. Car le conflit en Libye est alimenté par des puissances extérieures. Le maréchal Haftar, perçu comme un rempart contre le terrorisme, est notamment soutenu par les Émirats arabes unis et par l'Égypte, alors que le gouvernement d'union nationale est appuyé par la Turquie et le Qatar. Le positionnement des États-Unis, de la Russie et de la France reste ambigu. Une idée discutée hier au Conseil de sécurité, séparer les belligérants aux abords de Tripoli en établissant un couloir. Dans l'actu de la semaine également, ce discours très attendu au Bénin. Patrice Talon s'est adressé lundi soir à la nation dans une allocution télévisée. Il s'agissait de sa première intervention publique depuis l'influence post-électorale et l'installation d'une nouvelle législature. Le chef de l'État a appelé au dialogue avec l'opposition, mais a exclu une nouvelle élection. C'était au début du mois de mai, des heurts post-électoraux secouaient le Bénin. À Cotonou, l'armée a tiré à balles réelles sur des manifestants. Bilan 4 morts, selon Amnesty International. Le gouvernement n'a jamais donné de bilan officiel. Dans son discours lundi soir, Patrice Talon a reconnu qu'il y avait eu des morts. Mes chers compatriotes, c'est le lieu pour moi, au nom de la nation tout entière, de déplorer que pour une controverse parmi tant d'autres, pour quelques frustrations inhérentes à la vie en communauté et aux mutations profondes, nous ayons pu en arriver à une telle manifestation de violence. Cela est très regrettable, davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense et je présente ma profonde compassion aux familles éplorées. Une nouvelle Assemblée nationale siège depuis 5 jours au Bénin, entièrement acquise au président, car l'opposition n'a pas été autorisée à participer aux élections législatives du 28 avril. Les électeurs avaient massivement boudé le scrutin avec un taux d'abstention de 73%.
Selon Patrice Talon, le processus électoral est clos. Il n'y aura pas de nouveau scrutin. Mais il promet de dialoguer avec l'opposition. Je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique. L'opposition a d'ores et déjà rejeté les annonces de Patrice Talon. Éric Oundété, porte-parole de l'opposition, accuse le chef de l'État de ne pas écouter les Béninois. Il promet d'ores et déjà de nouvelles manifestations. Partons maintenant en RDC. Cela fait des mois qu'il attendait ce moment. Moïse Katumbi, vous le voyez derrière moi, l'un des leaders de l'opposition, est rentré au pays après 3 années d'exil. Un retour triomphal et inimaginable sous Joseph Kabila. Les observateurs y voient un signe de la détente observée depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. De nombreuses questions entourent cependant ce retour très attendu au pays. Dans un entretien accordé à la presse, Moïse Katumbi explique son positionnement et le rôle qu'il va jouer dans l'opposition. Vous savez, l'exil forcé, c'est très difficile. Et si vous n'avez rien fait, je sais, retourner, c'est un risque. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « il ne fallait pas rentrer, M. Katumbi, vous serez assassiné ou quoi ?» Je n'ai peur de personne. Le plus important pour moi, j'étais gouverneur. J'étais le seul chauffeur. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est là. Il faut qu'on leur donne la chance. Parce que nous serons une opposition exigeante. Ils veulent toucher à la Constitution, aller au suffrage indirect. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Et nous ne serons jamais d'accord. La population congolaise, elle est là, elle veille à ça. Toujours en RDC, le président Félix Tshisekedi a nommé lundi un Premier ministre, 4 mois après son investiture. Il s'agit de Sylvestre Ilunga Ilukamba. Cet ancien ministre de Mobutu dirigeait la Société nationale des chemins de fer. Il a été choisi en vertu de l'accord politique entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Le nouveau Premier ministre a assuré que sa nomination est, je cite, « une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays ». Fin de citation. Le reste de l'actualité de la semaine, en bref et en images. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu mercredi par les députés. Une élection attendue après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai. Son nouveau gouvernement est attendu dans les jours qui viennent. Dans la matinée, toujours au siège de l'Assemblée nationale, au Cap, 400 députés ont prêté serment. Le président gabonais Ali Bongo a limogé son vice-président ainsi que le ministre des Forêts. Aucune raison officielle n'a été avancée, mais ces personnalités sont vraisemblablement les premières victimes du scandale du Quai Vazingo, ce trafic de bois précieux qui menace d'ébranler le pouvoir. Plus de 350 conteneurs de bois saisis par les autorités avaient disparu le mois dernier. Et puis le Botswana lève l'interdiction de la chasse aux éléphants sur son territoire. Selon les autorités, la population d'éléphants a augmenté et a désormais un effet négatif sur l'agriculture. La chasse avait été interdite en 2014 par l'ancien président botswanais Ian Khama. Le grand angle de notre BBC Hebdo nous emmène en Sierra Leone. Une épidémie d'Ebola a ravagé le pays en 2016, mais son impact est loin d'être terminé. Des associations caritatives affirment avoir constaté une augmentation du nombre de jeunes filles qui se prostituent. Certaines d'entre elles font partie des milliers d'enfants orphelins d'Ebola. Je n'aurai rien à manger si je ne trouve pas dans la rue des hommes qui veulent de moi. Ils vont me ramener chez eux et vont coucher avec moi toute la journée. À la fin, ils me donnent en général 5000 léones, soit environ 50 centimes d'euros. Environ 300 000 femmes se prostituent en Sierra Leone. Si ma mère n'était pas décédée des suites du virus Ebola, je ne le ferais pas.
À la fin, elle est incapable de faire quoi que ce soit, même pas de parler. Les organismes de bienfaisance disent qu'il y a beaucoup plus de jeunes femmes dans les rues depuis la crise d'Ebola. J'avais l'habitude de parler aux hommes que je rencontrais et de leur dire que je voulais changer ma vie. Je leur ai dit que je ne voulais plus vivre dans la rue. Elle aurait demandé s'ils pouvaient m'aider et payer pour que je puisse aller à l'école. Mais un des hommes qui a promis de prendre soin de moi a commencé à me battre. Ceci est le mascara. Je rajuste mes cils. Eyelashes. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous nerveuse? Non, certains hommes vous disent que vous ressemblez à un bébé. Alors sois jolie, sois gentil bébé s'il te plaît. Viens, on a du temps. Il vous faut combien de clients par jour? 7 à 8. Dans une nuit? Oui, j'ai rencontré un homme, mais il était atteint de gonorrhée. Certains hommes sont malades, d'autres ont la maladie. Sick. Some men have disease. L'association catholique Don Bosco tente de sortir les jeunes prostituées de la rue chaque semaine. C'est leur seule source de soins médicaux et d'éducation gratuits. La plupart de ces jeunes femmes font cela pour subvenir aux besoins de leur famille. Offrons-nous une petite balade au large de Dakar à présent, plus précisément sur l'île de Gorée. Ce lieu riche en histoire, symbole de la mémoire du trafic d'esclaves, attire de nombreux touristes. Notre guide aujourd'hui n'a que 11 ans. Mohamed Sy a grandi à Gorée et ses visites guidées ont fait de lui une véritable célébrité. Bonjour, je m'appelle Mohamed Sy, j'habite à Gorée, j'ai 11 ans et je fais des visites de l'île aussi. Suivez-moi. C'est une île qui a beaucoup d'histoire. C'est important que je rencontre des gens, je raconte l'histoire, je leur fais les visites et tout. Et voyez les grandes connexions ou les canaux de Navarone, ce sont les Français qui l'ont emmené ici pour protéger l'île. Ils ont tué une fois les bateaux des Anglais. Dans la maison des esclaves, si vous entrez, vous allez voir des cellules. Cellules pour les femmes, enfants et pour les hommes. Et la distance de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large. 27 hectares sur 1800 habitants. 800 chrétiens, 1000 musulmans qui vivent en harmonie. Et merci, c'est tout ce que je sais. Il y a des célébrités qui me connaissaient déjà sur YouTube et tout, comme Damso, Samuel Eto'o, comme Cheikhou Kouyaté, Koulibaly, Sabali et tout. Il y a des gens qui m'ont filmé et ils ont mis ça sur YouTube et tout. Et c'est comme ça que je suis devenue célèbre. Le fait que les célébrités me connaissent, je suis content. Et les gens que je fais visiter l'île, ils me disent que c'est bien, merci, mais je dois améliorer un peu l'histoire aussi. Si jamais vous passez dans l'île de Gorée et vous avez besoin de guide, vous pouvez demander Mohamed. Et on termine ce journal avec une image spectaculaire. Regardez, il n'a fallu que 16 secondes pour détruire cette tour de 21 étages. Cela se passe en Pennsylvanie, aux États-Unis. Cette explosion était bien évidemment planifiée et des milliers de personnes ont pu y assister. La Martin Tower était désaffectée depuis plus de 10 ans après la faillite des grands fabricants d'acier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Jerry Jeff à nos amis sénégalais qui nous suivent sur Dunia TV. Bonne soirée à tous. L'information se poursuit sur bbsafrique.com. Au revoir. Thank you.